La manière dont les travaux associant prospective et innovation ont un petit peu évolué dans les 20 dernières années par rapport aux questions qui nous ont été posées, par rapport aux manières que l'on a aujourd'hui de les aborder. Alors, je vais commencer dans les années 90, puisque c'est le moment où j'ai commencé effectivement à faire des travaux de prospective. On peut dire, et vous voyez cette petite représentation en trois cercles, l'environnement global, l'écosystème et puis le sujet étudié, que les travaux de prospective au service de l'innovation et des stratégies d'innovation des années 90, c'était souvent des travaux de prospective qui se situaient à l'amont. Prospective à l'amont pour faire évoluer les représentations, partager les analyses sur les évolutions des marchés, les comportements des clients, l'évolution des classes moyennes, tout ce qui a été réévoqué par Marc à l'instant, et puis explorer un certain nombre d'espaces de développement. Alors, ces travaux existent toujours, mais il y a un travail qui est assez emblématique de cela, qui a été mené par le groupe Renault entre 1995 et 1997, qui s'appelle Cible ou Possible 2010, qui a consisté à travailler à peu près 400 personnes avec des ingénieurs, des experts de tous les domaines, pour examiner à la fois les transformations de la modélisation, des marchés, du secteur automobile, des comportements relatifs à l'automobile, pour explorer plusieurs profils pour l'avenir du groupe Renault, à long terme. Renault architecte de la mobilité demain, qu'est-ce que ça signifie ? Global Mobility Provider, c'est la trajectoire qui avait été suivie par Ford à un moment donné et puis se sont retirés. Grand industriel européen, c'est l'époque où Valeo était à vendre. On voit bien qu'il y a d'autres opérateurs qui ont choisi cette stratégie. C'était une option qui était envisageable. Constructeur virtuel et global, en disant Renault c'est déjà peu intégré, c'est 17% de la valeur ajoutée sur les véhicules vendus. On a un modèle économique qui est assez particulier. Il faut vraiment qu'on devienne global. Ça nécessite des alliances internationales. Ou encore évolution vers une société de services. Et puis ces travaux ont alimenté la réflexion stratégique de Renault et la vision de Louis Schweitzer pendant une période assez longue, puisque c'est ça qui a prévalu à la fois au lancement de Dacia et à la recherche active d'un certain nombre d'alliances stratégiques, notamment celle avec Nissan. Et puis ça s'est opéré aussi sur une réflexion sur les business models de la téléphonie mobile, sur l'avion de demain. Bref, explorer des avenirs possibles, positionner l'organisation et ses produits qui sont souvent des coups partis par rapport aux transformations de l'environnement, c'est une démarche extrêmement rationnelle, structurée, reposant en gros sur ce qui a été présenté par Hugues de Jouvenel ou par Marc à l'instant, à savoir des scénarios de cadrage et de rupture, et puis un certain nombre de motifs. C'est rationnel, c'est progressif. Mais arrivent les années 2000, et plus particulièrement les années 2000-2005, avec les ruptures du numérique et puis la conscience des entreprises à la fois d'une accélération du changement et du fait que leurs frontières étaient assez largement interrogées. C'est l'époque des premières réflexions en matière d'innovation ouverte, d'open innovation, de reverse innovation, de travail effectivement en écosystème. Et de la même manière que l'innovation, la prospective a été très fortement touchée par ce mouvement. On dit, il faut faire de la prospective en écosystème, avec tous les acteurs, pour faire des visions communes. Alors là, on ne parle pas des visions simplement du dirigeant. La vision du dirigeant, elle est absolument essentielle, mais là, pour construire des visions communes de l'avenir. Donc l'anticipation et les visions partagées. D'ailleurs, on ne parle plus de prospective, on parle plutôt d'anticipation à ce moment-là. C'est assez intéressant, parce qu'il y a des changements de mots, hein, c'est un petit peu des phénomènes de mode, et des visions partagées. L'objectif, là, c'est de partager l'information, de créer des communautés d'intérêt, des chantiers collectifs, des expérimentations. Alors ça c'est fait, je l'ai fait pour le LEM, les entreprises du médicament, il y a une dizaine d'années, ça s'appelait Santé 2025, et l'objectif c'était de créer des écosystèmes d'innovation et de créer en même temps des structures qui allaient permettre aux acteurs de la recherche, aux associations de patients, aux acteurs industriels, de s'entendre autour d'un certain nombre de transformations à accompagner. C'est comme ça qu'a été pensé l'Institut du cerveau, par exemple, avec le professeur Sahel. Ça a été vraiment, ça a émergé à l'intérieur des dispositifs d'échange de Santé 2025, avec effectivement des structures qui associent ces parties prenantes. Ça se fait aussi au niveau territorial, dans le cadre du Loir-et-Cher, pour créer des dispositifs innovants. Et puis j'ai mis la représentation d'il y a quelques années du Michelin Open Lab, qui est effectivement un exemple hein, de ce schéma d'organisation à la fois de l'anticipation et de réflexion sur l'innovation en écosystème pour effectivement produire des visions partagées. Mais alors attention, en prospective, comme je dirais peut-être dans un certain nombre de dispositifs d'innovation, il y a eu beaucoup de visions qui ont été produites dans ces schémas-là, et il n'y a pas toujours eu beaucoup de réalisations concrètes qui en ont découlé. Notamment pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas intégré les jeux d'acteurs.
Notamment pour une raison simple, c'est que dans ces visions de long terme, on n'a pas nécessairement intégré les ordres de grandeur. C'est bien beau de dire à l'horizon 2040, on ne commercialisera plus de véhicules thermiques, mais est-ce que l'ordre de grandeur de remplacement du parc, c'est 14 millions de véhicules électriques ou équivalents dans le parc en 2040, ou est-ce que 5 ou 6 millions par rapport à la vitesse de rotation du parc, par rapport au coût que ça représente en matière de développement à la fois des infrastructures et puis aux coûts fiscaux? Quand on parle de cette grande transition vers le véhicule électrique ou le véhicule à hydrogène ou les véhicules intermédiaires, on est sur une estimation des coûts de perte fiscale sur les taxes et de coûts liés aussi aux aides nécessaires qui se situent entre 300 et 500 milliards d'euros pour la France. Ce sont des choses qui ne sont pas assez connues ou pas assez étudiées. Ça veut dire que vraisemblablement, les choses vont pas. Si on veut aller aussi vite que cela a été annoncé, c'est-à-dire passer à plus de la moitié du parc en véhicules électriques à l'horizon des 20 prochaines années. Ce qui supposerait, rappelons-le, qu'on remplace déjà à peu près 1 million de véhicules du parc dès aujourd'hui, c'est-à-dire que 50% du marché soit représenté par ces véhicules, puisqu'on a à peu près 39 millions de véhicules dans le parc, 25 millions de véhicules particuliers, véhicules utilitaires. Enfin, bref, je fais vite parce que c'est une des questions majeures que je vais aborder tout à l'heure. Le souhaitable n'est pas nécessairement le probable. Faire des visions de l'avenir commune et collective ne traduit pas nécessairement un scénario probable, et les inerties sont majeures. Bref, la vision collective ne suffit pas. Ça, c'est extrêmement clair. Et c'est un des points que les acteurs commencent à intégrer, puisque ce sont des choses qui nous reviennent en matière de mode de fonctionnement. Alors, un exemple de ces visions collectives, et c'est vrai que là, c'est un autre cabinet qui a produit cette vision sur le développement des marchés de la viande in vitro. C'est une étude qui a été produite. Alors, c'est un document qui fait 20 pages. On est dans ce type de document. Et la question importante à se poser, c'est quel est l'acteur qui a financé l'étude ? Ce n'est pas un acteur nécessairement neutre. Mais dans cette étude menée par un cabinet de conseil qui est quand même assez significatif, il rappelle un certain nombre de prédictions sur l'évolution des prix et de l'accès à la viande in vitro, et puis également les projections qui sont associées, selon ces estimations, dans lesquelles effectivement la viande in vitro représenterait, à l'horizon des 20 prochaines années, 35% de l'ensemble du marché de la viande dans le monde. Alors, quand vous avez un industriel important pour lequel on travaille qui vous dit quelle crédibilité peut-on accorder à cette étude, là, on a effectivement le nouveau type de travaux de prospective qu'on nous demande, c'est-à-dire un travail de prospective, d'évaluation d'un certain nombre de visions, de projections ou de réflexions sur les grandes transitions qui sont annoncées. Et là, j'en viens effectivement au troisième temps, dans lequel on va trouver effectivement le travail sur Santé 2030 et les innovations qui sont associées, qui visent non plus et pas seulement à faire des scénarios d'environnement, regarder leurs impacts pour imaginer des business models futurs, pas seulement travailler en commun pour créer des visions communes, c'est intéressant mais ce n'est pas suffisant, mais aussi pour comprendre et construire les grandes transitions, et notamment par rapport à un certain nombre d'effets d'annonce ou d'ambition, les objectifs internationaux qui sont rappelés. Donc l'objectif aujourd'hui n'est plus seulement de faire une prospective à l'amont, mais quelque part c'est une prospective qui va se situer à l'aval, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux sur les transitions, sur des objectifs, sur des promesses qui peuvent être technologiques, qui peuvent être industrielles, et ce qui va être demandé, c'est d'examiner les conditions et les trajectoires des transitions intégrant les dimensions socioculturelles, les comportements, les aspects économiques, le jeu des acteurs, les aspects fiscaux. Donc on est bien sûr là sur une prospective qui est plutôt des dépassements et des grandes transformations, mais surtout une prospective du comment les choses vont s'opérer. Donc ce n'est pas une prospective pour explorer simplement l'avenir, mais comment, au regard d'un certain nombre d'imaginaires, de visions communes, de transitions qui sont annoncées, les choses peuvent s'opérer à partir d'un certain nombre de technologies qui sont identifiées.